Donc effectivement, je suis Marc Palliard avec mon collègue Warren Joanneau. On va vous narrer notre voyage dans le monde féerique de l'IA générative. Alors ce voyage, le récit de ce voyage, ça va être un peu cadré parce qu'effectivement, on va se concentrer sur un cas d'application de classification de texte qu'on a eu à traiter à Malte l'année dernière. D'abord, quelques mots à propos de Malte, du coup. Donc on est la marketplace de freelance leader en Europe, avec plus de 700 000 freelances. Je crois que l'année dernière, à Dataquitaine, j'ai fait une présentation, on était à 350 000. Donc peut-être je serai là l'année prochaine, on aura dépassé le million. On croise les doigts. Et donc notre objectif, c'est de permettre aux compagnies et aux freelances de faire un match parfait. Donc par conséquent, c'est un peu le focus de l'équipe Data Science, c'est de permettre ce match parfait, que ce soit au travers d'une search plus ou moins manuelle ou d'un matching automatique. Alors aujourd'hui, on va laisser la partie matching de côté, j'ai envie de dire malheureusement, mais on va se concentrer sur une fonctionnalité un peu annexe, qui est la prédiction de la catégorie métier. Donc aujourd'hui, si vous allez sur le site Malte, que vous essayez de créer votre profil en tant que freelance, ou que vous essayez de déposer un projet, on va vous demander de spécifier une catégorie freelance pour mieux décrire soit votre besoin, soit votre profil. Pour faciliter ce processus, comme on a plus d'une centaine de catégories chez Malte, on va vous demander votre intitulé de poste. Et à partir de cet intitulé de poste, on va appeler un modèle qui va prédire les catégories les plus probables chez Malte. Historiquement, on avait un modèle depuis assez longtemps pour faire ça, et dont vous avez l'architecture simplifiée. Donc en fait, on voit qu'on a un pipeline de classification qui a deux composants principaux. Un premier composant en charge de générer des embeddings, avec un modèle de type Word2Vec qui est entraîné sur des données internes à Malte, et un deuxième composant qui est un classifier de type LSTM. Et donc ce pipeline, donc là vous voyez un petit drapeau allemand, il ne sait gérer que l'allemand. Et donc on avait un pipeline pour chaque langue. Donc déjà, on voit juste avec cette image, on voit qu'il y a un petit problème. C'est que juste pour cette fonctionnalité, on avait un gros problème de maintenance parce qu'on se retrouve avec énormément de composants, des dépendances entre ces composants. Et la situation, elle fait qu'empirer. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous devez supporter une nouvelle langue, vous allez complexifier la maintenance. Donc ça, c'était la problématique de maintenance qu'on avait, mais on avait aussi une problématique d'évolution. Et donc il y a deux aspects dans l'évolution. C'est que Malte, j'ai dit, donc on est en Europe, mais petit à petit on ouvre de nouveaux pays, et donc ça veut dire potentiellement supporter de nouvelles langues. Et donc dans ce cas-là, il va falloir que je sois en mesure d'entraîner un nouveau modèle Word2Vec pour générer mes embeddings, et surtout entraîner un nouveau classifier. Et par définition, vu que j'ouvre un pays, je n'ai pas de données pour entraîner ce classifier. Donc je suis obligé de trouver des stratagèmes pour essayer de m'en sortir. Le deuxième type d'évolution qui est problématique, ça va être les catégories. C'est-à-dire que le monde change, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, d'autres qui disparaissent, et donc il va falloir mettre à jour les catégories métiers qu'on doit prédire. Et donc là, on voit bien qu'il va y avoir un paquet de pipelines de classification à mettre à jour pour pouvoir faire ça. Donc petit flashback, on est début 2023, on sait que dans l'année on va devoir traiter plusieurs ajouts de catégories ainsi que de nouvelles langues à supporter. À la même période, c'est vraiment le gros du buzz sur l'IA générative. Donc là vous avez quelques exemples et on entend partout que c'est fini, maintenant avec l'IA générative on peut résoudre tous les problèmes de traitement du langage naturel, y compris la classification de texte. Donc nous, la situation n'était pas tenable, il fallait qu'on trouve une solution. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer l'IA générative. Alors là, je viens d'utiliser ce terme d'IA générative. Tout le monde utilise ce terme d'IA générative, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par IA générative? Alors, pour préciser un peu ce qu'on entend par IA générative, on va parler un peu de contexte. Et donc, quand le deep learning, les réseaux de neurones profonds ont commencé à donner de bons résultats sur les images, il y a eu des tentatives pour essayer de les adapter à d'autres modalités de données, comme par exemple le texte. Et donc sur le texte, c'est passé par des couches LSTM ou même des couches de convolution. Mais c'est réellement avec l'arrivée du mécanisme d'attention et sa formalisation dans les réseaux transformers en 2017 que le deep learning a réellement supplanté les méthodes traditionnelles dans les tâches du traitement du langage naturel. Et donc, dans ces tâches-là, il y en a une qui est la génération de texte. Et donc, dès 2017, ces réseaux transformers étaient déjà performants pour la génération de texte. Mais ce qu'on a vu, c'est une accélération de cette performance ces 2-3 dernières années.
Alors, ce n'est pas dû à un saut technologique ou une rupture technologique, c'est principalement dû à deux choses. La première, c'est l'investissement qui a été mis dans l'entraînement et l'échelle des modèles transformers, mais aussi le deuxième fait, c'est qu'on a simplifié l'utilisation de ces modèles pour le grand public. Donc au travers de chatbots, comme Marc l'a montré, ChatGPT, Gemini ou Llama. Et donc ce qu'on entend par IA générative, ce sont des large language models, donc des très gros modèles qui sont composés de plusieurs centaines de milliards de paramètres, basés sur une architecture de type transformer, entraînés en autorégression, sur de larges corpus de données diverses et variées, dans le but de générer du texte. Et cette génération de texte maintenant est assez performante pour qu'on puisse s'imaginer à la contraindre pour répondre à d'autres tâches. Et donc dans notre cas, la classification. Mais aussi, vu que ces données ont digéré une très grande quantité de données et diverses, ils sont supposés pouvoir s'adapter à différents cas d'application, que ce soit générique ou spécifique, mais surtout en zéro shot, c'est-à-dire sans apprentissage. Donc pour tester l'IA générative de texte pour la classification de texte de façon zéro shot, on a décidé d'utiliser le modèle PaLM 2, donc dans sa version Bison, qui est la deuxième plus grosse version de PaLM 2. Pourquoi PaLM 2 ? Trois raisons. La première, c'est qu'à Malte, on est sur le Google Cloud Platform, donc GCP. Et donc forcément, ça nous facilitait l'utilisation, on avait déjà accès à ces modèles-là. La deuxième, c'est que justement, vu qu'on est sur GCP, on a des accords avec Google et ça garantissait la protection de nos données. Et enfin, troisièmement, comme Marc l'a précisé, quelque chose qui est important pour nous, c'est le multilangue, être capable de gérer le multilangue. Et les modèles de génération ne sont pas très réputés pour gérer cet aspect-là. Et PaLM, en fait, c'était à l'époque, et c'est toujours le cas maintenant, est considéré pour justement bien répondre à ce problème-là. Donc, comment est-ce qu'on on fait de la classification? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir en entrée un prompt, où dedans, on va faire figurer l'intitulé du poste saisi par le freelancer, et on va demander au modèle de lui attribuer la catégorie la plus pertinente. Donc, là où les catégories les plus pertinentes. Et donc ici, on a un exemple de prompt qu'on a testé. Et globalement, pour évaluer cette approche, on a récupéré 10 000 profils sur notre plateforme, dans différentes langues. On a récupéré l'intitulé de poste qui avait été saisi, on l'a donné en entrée au modèle, et on a comparé la prédiction de la catégorie prédite par PaLM 2 avec celle que le freelancer avait sélectionnée. Donc ça nous donne ces résultats-là. Et avant de regarder plus en détail, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influer la qualité des prédictions d'un modèle de génération. Donc déjà, celui le plus évident, celui qu'on connaît, c'est la qualité du prompt. Donc bien sûr, il y a des bonnes pratiques pour designer un bon prompt, mais globalement, ça reste une étape qui est très empirique, très aléatoire, et qui influe énormément sur les résultats. Ensuite, deuxièmement, c'est qu'il va falloir post-processer les résultats fournis par le modèle. En effet, on le sait, il y a des phénomènes d'hallucination dans les modèles, et donc dans notre cas, ça se traduit comment ? Le modèle pourrait imaginer, inventer des catégories qu'on n'a pas à Malte, ou alors fournir des catégories qui ne sont pas exactement les bonnes. Donc pour ça, on a besoin de récupérer la sortie et de la comparer à ce qu'on a. Et puis, troisièmement, les prédictions sont non déterministes. Et ça, c'est embêtant. Ça veut dire que pour 2 appels consécutifs au modèle avec le même prompt, le même intitulé de poste, on peut avoir 2 prédictions totalement différentes. Et donc, ici, c'est les meilleurs résultats qu'on a pu obtenir en jouant un peu sur ces différents paramètres. Et ce qu'on peut voir, c'est déjà que PaLM 2 fournit donc ici, on présente l'accuracy à 3, mais pour une question de simplicité, je parlerai d'accuracy. Et donc, on voit que l'accuracy à travers les langages est plutôt bonne. Et donc, ça, c'est un aspect pour nous qui est très intéressant. Par contre, ce qu'on voit, c'est que globalement, on a quand même une perte en accuracy par rapport à notre modèle historique. Et ça a un impact direct sur l'expérience utilisateur. En effet, une autre façon de le voir, c'est ce moins 16% qu'on a fait figurer ici, c'est que si on devait changer et utiliser une IA générative, on aurait 2 freelancers en plus sur 10 qui devraient modifier manuellement la catégorie qui a été attribuée automatiquement. Donc un autre aspect, c'est le temps de réponse. Bon, alors là, on voit que ça explose. On passe au-delà de la seconde en utilisant une IA générative. Et là, encore une fois, ça a des conséquences énormes sur l'expérience utilisateur. Parce qu'on sait qu'il y a une corrélation très forte entre
le temps d'attente et le désengagement. Et donc en plus, ça nous interdit de potentiellement avoir d'autres usages de ce modèle-là, si on voudrait avoir un usage plus dynamique, si par exemple on voulait faire une prédiction de la catégorie à chaque saisie de caractère. Donc ça rend tout ça impossible. Un autre aspect, c'est le coût. Alors là, on peut voir que les coûts sont assez équivalents entre les deux solutions. Et ça nous a assez surpris, parce qu'on s'attendait à beaucoup plus pour PAM2. Et en fait, on se l'explique par potentiellement que c'est un coût d'appel proposé par Google et que c'est un prix qui pourrait évoluer dans le temps. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ce coût d'appel n'est pas du tout lié au coût réel d'hébergement de la solution. Et ensuite, un autre aspect, c'est que pour notre modèle historique, on l'héberge nous-mêmes. Et donc ici, ce sont les coûts d'infra, alors que pour PAM2, on s'en sert comme un service. Et donc du coup, c'est les coûts du service. Et donc ces coûts-là augmentent linéairement avec le nombre d'appels. Là où pour notre infra, ce n'est pas exactement le cas. Enfin, un axe qui nous intéresse tout particulièrement dans l'équipe Data Science à Malte, c'est l'aspect environnemental de nos solutions ou alors des solutions qu'on utilise. Et là, pour tout vous avouer, on est un peu déçus parce que c'est en train de changer, mais malheureusement, la communication qui est faite autour de l'IA générative tourne principalement sur les performances, sur la qualité des résultats, à quel point on est bluffé par ce qui est produit par ces modèles-là, mais beaucoup moins sur l'impact environnemental et l'empreinte carbone de ces modèles, tant au niveau de l'entraînement que leur utilisation. Donc, par exemple, ici, PAM2, Google fournit un technical report, et dans ce technical report, il n'est à aucun moment fait mention de l'empreinte carbone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des proxys. Souvent, le proxy qu'on utilise, c'est le coût. Malheureusement, là, comme on a pu le voir, le coût d'utilisation ne reflète pas le coût réel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser le nombre de paramètres. Parce que le nombre de paramètres nous donne approximativement le nombre de calculs qui est fait par le modèle. Et ce nombre de calculs nous donne un peu l'échelle de l'infra qui est nécessaire pour le servir. Et donc, comme je le précisais, on est sur des modèles avec plusieurs centaines de milliards de paramètres. Là où, à titre de comparaison, notre modèle historique avait plusieurs dizaines de millions de paramètres seulement. On est quand même 10 000 fois moins en termes d'échelle. Et donc ça, la conséquence concrète de tout ça, ça veut dire que pour héberger notre modèle, on a besoin de très peu de ressources, d'une petite machine avec des calculs faits sur CPU, très peu de RAM. Pour un modèle d'IA générative, là par contre, on parle de grappes de GPU, donc carte graphique ou de TPU, avec des calculs et des modèles qui sont distribués. Donc si on résume un peu globalement les résultats, notre expérimentation sur l'utilisation de l'IA générative de texte, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une dégradation des performances avec des temps de réponse qui explosent. On a des coûts qui restent relativement stables. Par contre, c'est qu'en effet, notre modèle est capable ce modèle-là, cette approche-là est capable de mieux gérer les langues, mais c'est surtout qu'on n'a qu'un seul entry point, qu'un seul modèle pour toutes les langues. Et puis ensuite, comme Marc le précisait, si jamais on a les jobs qui évoluent dans le temps, les métiers qui évoluent dans le temps, donc des catégories qu'on aurait à ajouter, supprimer ou modifier, intrinsèquement, le modèle s'y adapterait, vu qu'il est supposé s'y adapter, vu qu'on n'a pas d'apprentissage. Il est utilisé de façon zéro shot. Bon, au vu un peu de tout ça, on est en droit de se demander est-ce qu'on n'est pas parti un peu trop vite sur l'IA générative. Et donc Marc, Georges Clooney, comme tu peux le voir ici, se tourne vers toi et te demande what else. Merci Warren. Oui, donc effectivement, on l'a vu tout à l'heure, on est parti dans cette branche des language models génératifs. Et donc là, on va un peu prendre du recul et on va un peu regarder l'ensemble des language models pour voir en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre à notre disposition. Donc là, vous avez un tableau qui vous donne un peu un panorama. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a une diversité d'architectures et qu'en fonction des tâches, on va avoir certaines architectures et certains modèles qui vont avoir certaines forces et certaines faiblesses.
Et si on met en avant en particulier les forces, en fait, on se rend compte qu'il y a un pattern qui émerge. Et on va voir que les modèles entraînés avec des architectures entraînées en mode auto-encoding. Donc auto-encoding, ça veut, si ça ne vous parle pas, ça veut dire que durant l'entraînement, le modèle voit l'entièreté de la séquence de texte, donc soit la phrase ou le paragraphe. Et donc ces modèles-là vont être bien meilleurs sur la partie extraction d'informations et classification de texte. Et d'un autre côté, on va retrouver des modèles de type entraînés en mode autorégression qui vont être meilleurs sur la partie conversation et génération de contenu notamment. Et donc, nos language models génératifs, qui font partie de la famille autorégression, eh ben, on voit qu'en fait, on n'est pas parti du bon pied, puisqu'ils sont plutôt adaptés pour la partie conversation et génération de contenu que pour la partie classification et extraction de texte. Et donc, on a plutôt intérêt à partir pour essayer de faire mieux dans l'autre famille de modèles. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a choisi un Sentence Transformer, qui est en fait une extension des modèles BERT. Donc, voilà l'architecture sur laquelle on est parti. La slide est un peu compliquée, mais je vais essayer de rentrer dans le sujet et vous expliquer chaque partie. Donc on est parti comme backbone sur un language model multilingual. Donc je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire derrière. Et donc on a pris un modèle pré-entraîné, donc on n'a pas eu besoin de dépenser de l'énergie pour ça. Et donc ce modèle, à l'entraînement, on a gelé l'entièreté de ses poids. Donc c'est la partie à gauche. Et donc il nous donne des embeddings. Et ces embeddings, qu'est-ce qu'on en fait? On va entraîner un tout petit classifier, donc un MLPlay tout classique, à 3 couches. Et donc là, on voit en fait il y a uniquement 220 000 paramètres, trainable paramètres. Donc à l'entraînement, il y a uniquement 220 000 paramètres qu'on va venir entraîner, donc c'est tout petit. Et surtout qu'on peut précalculer les embeddings en début d'entraînement pour la partie Sentence Transformer et les réutiliser pendant les différentes époques. Au global, pour faire un peu la comparaison, on est quand même plus gros que nos modèles historiques, mais on reste quand même 1000 fois plus petit que le modèle Palm 2 qu'on a testé juste avant. Donc, si on reparle de la partie language model multilingual, pour nous, ça va être intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est l'organisation de l'espace latent. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace latent? C'est l'endroit où vivent les embeddings. Donc, tout à l'heure, on voyait qu'en sortie du Sentence Transformer, on obtient des embeddings qu'on va utiliser pour notre classifier. Et donc là, en fait, on voit une projection de ces embeddings, et donc c'est l'espace latent. Et dans cet espace latent, les concepts similaires sont censés être proches l'un de l'autre. Donc ça, c'est la première propriété intéressante pour nous. La deuxième propriété, qui est l'aspect multilingual, c'est qu'il y a un alignement entre les langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un même concept, mais dans des langues différentes, on devrait les retrouver peu ou prou au même endroit dans l'espace latent. Donc là, vous avez un exemple avec 3 intitulés de poste et donc leur disposition dans l'espace. Et donc ça c'est bien parce que ça va nous permettre de gérer des mélanges de langues, mais ça va aussi nous permettre en fait de faire des entraînements pas dans toutes les langues où on n'a pas forcément de la donnée dans toutes les langues. Donc par exemple, on pourrait très bien considérer qu'on n'avait que de la donnée en français initialement et demander à notre classifier MLP de segmenter l'espace pour prédire les catégories. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant ça, on aurait bien sûr des bonnes performances en français, donc là on voit une accuracy à quasiment 0,8, mais aussi dans les autres langues pour lesquelles on n'a pas de données d'entraînement. Et donc ça, on en a bénéficié grâce à l'alignement initial de l'espace latent de notre backbone. Par contre, on voit, et on a l'exemple là avec Diseñador Gráfico, qui n'a pas été bien classifié, parce qu'en fait, il n'y avait pas de données espagnoles. Donc les espèces de micro-boundaries, elles ne sont pas encore parfaites. Mais le jour où on a de la donnée, rien ne nous empêche de rajouter ces nouvelles langues dans l'entraînement. Et donc là, on voit qu'en faisant ça, bien sûr, on va augmenter la performance dans ces autres langues. Et on voit même qu'on a amélioré le français, probablement dû à un effet de régularisation. Si maintenant on se replace avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et qu'on compare aux 2 derniers essais, ce qu'on peut voir, c'est que sur les langues où on a beaucoup de données, donc le français, on a globalement les mêmes performances avec ce nouveau modèle. Et sur les langues où on a moins de données, donc l'anglais et l'espagnol chez nous, en fait, on se rend compte que grâce à l'alignement, on a pas mal amélioré les performances.
Si on regarde le temps de réponse, alors bien sûr on est beaucoup plus rapide on est 100 fois plus rapide que Palm 2. Alors on va dire que c'était pas dur, il était vraiment hyper lent. Mais on est quand même 3 fois plus rapide que notre modèle historique, ce qui est déjà pas mal. Mais comme l'a dit Warren, chez nous on est quand même assez soucieux de l'impact de nos modèles, surtout que là on est juste en train de parler d'un petit modèle de classification dans un flow utilisateur. Donc on peut se poser la question de est-ce qu'on peut aller encore plus vite et utiliser encore moins de ressources pour ce modèle-là. Bon, alors, une réponse courte, Marc, oui? Non, oui. Non, blague à part, pour vous donner un peu plus de détails, ce qu'on aime faire, c'est différencier l'entraînement de l'utilisation du modèle. Et donc, pour l'utilisation du modèle, on peut utiliser un runtime. Et nous, à Malte, on utilise Onyx comme runtime. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'on va être obligé de convertir notre modèle dans un graphe de calcul statique. Une fois qu'on a ce graphe-là, on peut faire différentes techniques pour optimiser l'inférence. Nous, on en utilise 2 principalement. La première, c'est l'optimisation du graphe. Ça veut dire fusionner des couches, mutualiser des calculs. Et la deuxième, c'est la quantisation du modèle. Donc la quantisation du modèle, ça veut dire qu'au lieu de faire nos calculs sur 64 ou 32 bits, on va utiliser que 8 bits. Et ça, par contre, ça peut potentiellement avoir un impact sur les prédictions et les dégrader faiblement. Donc ici, on ne va pas trop vous détailler comment fonctionnent ces techniques, parce que vous avez tous vu la superbe présentation de Marc l'année dernière à Data-Aquitaine. Donc ici, non, bon, c'est pas grave. Si ce n'est pas le cas et que ça vous intéresse, je vous incite vraiment à aller la voir. Elle est très très intéressante. Il y détaille un peu ces techniques-là, comment elles fonctionnent et quelles sont les conséquences de leur utilisation. Donc nous, ici, on va se concentrer que sur leur application et voir qu'est-ce que ça donne concrètement. Donc, en récupérant notre modèle Sentence-BERT avec le classifier et en optimisant le graphe, on voit qu'on est capable de diviser par 2 le temps de réponse. Et en utilisant de la quantisation, on est capable de diviser par 3 ce temps de réponse. Et en plus, on a une dégradation que très faible de notre accuracy. Ici, on l'a noté 0,4 points à peu près en moyenne. Mais en plus, en faisant de la quantisation, on est capable de diviser par 4 la taille de notre modèle. Et donc tout ça, forcément, ça a un impact sur les ressources nécessaires pour héberger et mettre en production nos modèles. Donc ça, c'était pour des chiffres qui sortent de nos expérimentations. Mais en production, ça donne quoi? Ça donne ça concrètement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'introduction de ce modèle-là, le Sentence-BERT dont l'inférence était optimisée, on a pu voir en production une baisse drastique de l'empreinte mémoire, et ainsi une amélioration du temps de réponse. Donc c'est la P50 qui figure. On voit qu'à l'introduction, le saut il est net, il est clair, et c'est assez impressionnant. Enfin, forcément, comme je le précisais, on a besoin de moins de ressources pour héberger notre modèle. Et donc ça se traduit comment concrètement? Que notre infra, on peut diminuer l'échelle. Et comme ça, on a pu diviser par 4 les coûts d'utilisation, toujours pour 1 million d'appels, les chiffres ici. Donc si on résume un peu globalement cette approche dédiée, avec un modèle dédié, on peut voir qu'en termes d'accuracy, au global, on est à peu près similaire, mais que par contre, on a accéléré par 9 le temps de réponse, on a divisé par 4 les coûts. En plus, on s'adapte mieux aux langues, c'est-à-dire qu'on a une accuracy dans les langues pour lesquelles on avait peu de données qui est améliorée. Et surtout, on n'a qu'un seul modèle, qu'un seul entry point pour toutes nos langues. Par contre, il nous reste toujours un petit problème, c'est que si jamais il devait y avoir des changements dans la taxonomie, donc l'ajout, suppression, modification de catégories, on devrait toujours attendre d'avoir des données, réentraîner notre classifier pour pouvoir s'adapter à ces changements. Alors il y a quand même une petite subtilité, c'est que c'est un peu simplifié quand même, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des données pour toutes les langues. Dès qu'on a des données pour une catégorie dans une langue, c'est bon, on peut relancer l'entraînement. Donc voilà, on a pu voir qu'on a évalué, on a testé l'IA générative pour la classification de texte, on a aussi une approche dédiée, on a pu voir que la génération de texte n'était pas très adaptée, une approche dédiée semblait plutôt bien répondre à nos besoins. La question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait du GenAI? Marc, est-ce qu'on jette Palm 2 à la poubelle?
Je sais pas, on peut demander à l'audience, est-ce que vous avez envie de jeter Palm 2 à la poubelle? J'ai envie de dire qu'on a paru assez pessimiste sur les LLM génératifs, pour le moins pour la classification. Et en fait, il y a deux cas d'utilisation où ils peuvent avoir du sens néanmoins. Le cas simple, ça va être l'évolution, ce qui nous manque un peu actuellement, on voit. Donc là, vous avez un exemple où j'ai besoin de rajouter une nouvelle catégorie, mais je n'ai pas encore de gens qui l'ont. Et le cas plus extrême encore, ça serait carrément, je n'ai pas de données d'entraînement. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser notre LLM génératif pour générer des données d'entraînement pour notre modèle dédié. Et donc ce qui va se passer au fil du temps, c'est qu'on va commencer à collecter des data points réels qu'on va pouvoir introduire dans l'entraînement. Et puis au bout d'un moment, en fait, on aura assez de données réelles pour supprimer l'entièreté de la donnée générée. Et donc, en faisant ce modèle un peu hybride où pour l'inférence, je suis sur mon modèle dédié, mais je m'autorise à utiliser un LLM génératif pour la partie évolution, augmentation de données, on a un peu le meilleur des deux mondes et en fait, on remplit l'entièreté qu'on s'appelle des objectifs qu'on avait. Donc voilà, juste pour conclure, c'est pour un résumé de notre voyage. Alors cette conclusion, elle est valable aujourd'hui, peut-être qu'elle ne le sera pas demain, mais pour le moment, c'est pas super intéressant d'utiliser l'IA générative pour faire de la classification de texte, en tout cas pour la partie inférence, mais ça peut avoir du sens, d'ailleurs comme son nom l'indique, pour générer de la donnée d'entraînement dans un cas de bootstrapping, de démarrage, ou alors dans un cas d'évolution. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions à la salle? Oui, tout plein. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez essayé de faire du fine-tuning sur des petits modèles, genre du Mistral, des choses comme ça, pour voir les performances que vous pouvez avoir sur ces thématiques de classification? Alors non, pas pour cette problématique-là, pour la raison simple, c'est que si on fait ça, on n'arrivera quand même pas à s'abstraire d'un modèle au final à 7 milliards de paramètres. Donc bien sûr, on peut l'optimiser, mais notre modèle à 300 millions de paramètres aussi, on peut l'optimiser. Donc on se retrouve quand même pour juste un classifier de texte à sortir l'artillerie lourde, c'était un peu l'image avec la pelleteuse, pour juste classifier du texte. Oui, pardon, je peux... Donc non, pas pour cette problématique-là de classification de texte, pas de fine-tuning. D'autres questions? Oui, bonjour. Bon, j'ai trouvé ça très intéressant, bien sûr. Félicitations. Et je me posais quand même la question, c'est que est-ce qu'on est sûr qu'au final, avec l'amélioration des performances des IA génératives, est-ce que au fur et à mesure que ça s'améliore, il y a des nouvelles fonctionnalités qui viennent dessus? Et est-ce qu'on ne va pas arriver à un stade où, bien sûr, vous faites une sorte de deep learning custom, donc forcément, vous avez de l'avance, mais est-ce qu'on ne va pas arriver à un moment où quand même la performance de classification va être quand même très bonne avec de l'IA générative? Et du coup, bien sûr, ça sera très coûteux, il y aura toujours des désavantages, mais du coup, on pourra quand même se dire que ça sera quand même une solution possible dans le futur pour tous les, et facilement industrielle. Alors bien sûr, c'est un peu la conclusion de Marc à la fin, où il disait que notre conclusion, c'est actuellement, c'est les chiffres actuels. On peut bien sûr, au vu de l'amélioration constante des LLM, s'imaginer que la classification devienne réellement intéressante. Donc, comme il a précisé, on peut déjà s'en servir dans un cas de bootstrap, ou alors même, j'ai envie de dire, si on n'a pas du tout de données, dans un premier temps, on peut s'en servir tel quel. L'idée, par contre, c'est dès qu'on commence à avoir des données, là, c'est utiliser des approches custom. Et quand on parle de custom, c'est pas forcément, comme on a fait nous, avoir un modèle, peut-être utiliser des choses qui sont déjà sur étagère, mais c'est quand même, on peut quand même obtenir des modèles qui sont beaucoup plus compressés et qui répondent à la même tâche. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis... non, ça va pas trop de temps.
Je suis désolé, je suis le gardien du temps, donc on est obligé de changer d'amphi pour certains. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à aller les voir. Je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas pu poser leurs questions.